Vous le disiez hein, dans votre journal, on a du nouveau. Du nouveau sur le crash il y a 2 jours d'un appareil au Kazakhstan, peut-être abattu par erreur par un missile russe. C'est la thèse qui prévaut, même si elle n'a pas été officialisée, en tout cas par Moscou, qui en revanche affirme qu'au même moment, au moment où cet appareil était en route vers Grozny, eh bien, Grozny, la capitale de la Tchétchénie, était soumise à une attaque de drones ukrainiens. Donc Grozny, où je le disais, hein, cet appareil qui était en vol devait atterrir. On l'a écouté dans le journal de Amal Laoui, mais je voudrais qu'on réécoute à nouveau cet officier de l'aviation civile russe. Et je vous propose de réagir juste après. Écoutez ce qu'il nous dit des conditions dans lesquelles cet appareil a été dérouté puis s'est crashé. La situation était très difficile ce jour-là près de l'aéroport de Grozny. Les forces armées ukrainiennes menaient des attaques terroristes contre des civils à Grozny. En plus de cela, il y avait aussi un épais brouillard dans la ville et la visibilité était mauvaise. Il y a eu 2 tentatives d'atterrissage de l'avion à Grozny. Elles n'ont pas réussi. Mais nous sommes parfaitement préparés à ce travail en coopération avec nos collègues. Voilà, on va s'arrêter parce qu'il nous dit quand même beaucoup de choses, hein, cet officier de l'aviation civile. Alors, il va falloir trier le grain de livret comme d'habitude, puisqu'il s'agit évidemment d'une communication officielle. Hein. Personne n'est obligé de croire ce monsieur, mais il nous dit 1, mauvaises conditions météorologiques, et puis 2, attaque menée par les Ukrainiens à base de drones sur la ville de Grozny, qui est la capitale de Tchétchénie. Frapper Grozny de la part des Ukrainiens, Général Chovancy, est-ce que c'est crédible ? Non. Je n'y crois pas du tout. Au moins, c'est clair. D'abord, sur du personnel, des personnes civiles, non, parce que ce n'a pas été la politique ukrainienne. En revanche, taper des cibles militaires ou à vocation militaire, oui, ce serait possible. Maintenant, je pense qu'on est en train d'habiller un accident. J'utilise le mot accident volontairement, d'une équipe sans doute, comme il y a des traces qu'il y a bien un missile antiaérien qui a frappé. On l'a vu sur le fuselage. On l'a vu sur le fuselage, donc je pense que dans le schéma général de la guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, les drones arrivent en Russie sans problème. Donc, à un moment donné, qu'il y ait eu une mauvaise manipulation de la part de la défense antiaérienne, en se trompant finalement de cible, en disant bah tiens ça c'est un avion ou un drone ukrainien et on tire, ce n'est pas invraisemblable. C'est déjà passé dans le passé justement parce que la guerre n'est pas une science exacte et qu'il y a aussi des erreurs de manipulation, d'identification. Peut-être aussi qu'il n'y a pas eu le bon réseau de communication entre l'avion civil et les contrôleurs militaires ou les forces militaires, et puis une certaine psychose. Parce qu'il y a bien une psychose qui doit régner aujourd'hui en Russie, dans la mesure où les drones ukrainiens font 1000 km sans problème. Donc, à un moment donné, il y a peut-être un qui s'est affolé. Voilà. Et donc, je pense que le mot accident est le plus pertinent. Et puis après, il y a tout l'habillage de propagande. L'habillage de propagande pour dire, en fait, il y a des terroristes, il y a des drones, pour justifier finalement l'erreur et la dissimuler. Moi, je pense, dans l'état absolu, je ne suis pas un expert, hein, qu'il y a eu une erreur militaire dans cette destruction d'avion, que quelqu'un a pris la mauvaise décision et s'est trompé sur la cible, et a cru que c'était une cible militaire et a tiré. Voilà, donc je pense qu'on en est là aujourd'hui, c'est déjà arrivé, mais il y a une vraie question. Sur un champ de bataille aussi large, même si officiellement la Russie contrôle son espace aérien, comment peut-on imaginer qu'il ne puisse pas y avoir des accidents dans un espace aérien qui est vraiment dédié à la guerre? Parce que si les drones ukrainiens passent dans l'espace aérien russe, cela veut dire qu'il y a bien la guerre dans l'espace aérien russe. Donc forcément, toutes les défenses antiaériennes sont en veille et il peut y avoir des erreurs de tir. Alors justement, on va écouter un spécialiste, encore une fois, de l'aérien, Michel Polaco, dont vous nous parliez hors antenne tout à l'heure, Général Chovancy. Michel Polaco, qui a un point de vue sur l'utilisation de ces drones et de l'effet tactique qu'ils peuvent avoir. Évidemment, il se penche sur la question qui nous intéresse. Les Ukrainiens ont-ils utilisé des drones jusqu'à Grozny? Élément de réponse. Ils ont à peu près toute la panoplie, depuis le drone de quelques dizaines de grammes jusqu'au drone d'une tonne ou d'une tonne et demie. Et avec ça, ils arrivent à mener une guerre contre un pays immense et dans laquelle ils ont toujours un temps d'avance et une technologie d'avance. Et c'est vrai que dans la lutte entre l'épée et le bouclier, pour l'instant, cette nouvelle épée est la plus forte par rapport au bouclier existant.
Alors, on l'a entendu, hein, Michel Polaco, hein, il nous le dit d'ailleurs, on ne cesse de se le répéter ici, puisque ça fait bientôt 3 ans qu'on couvre par le menu cette guerre, cette invasion russe en Ukraine, et on a vu les mesures et contre-mesures qui sont celles des Ukrainiens qui utilisent les drones. Je sais qu'ils les ont utilisés jusqu'à Saint-Pétersbourg ou quasiment ou à côté pour aller taper des infrastructures pétrolières. Ils ont la capacité d'aller loin. Est-ce qu'ils ont donc les moyens, je répète la question, d'aller taper à Grozny? Est-ce que tactiquement ça serait intéressant pour les Ukrainiens? En général, tactiquement, je ne pense pas, parce que ça n'a aucun intérêt. Oui. Mais cela dit, ça habille l'histoire, comme le disait le général. On parle de la mer Noire. Or, la mer Noire, aujourd'hui, est interdite aux Russes, est interdite à sa flotte militaire, de par les exploits des drones ukrainiens. Et donc, aujourd'hui, c'est un moyen de réhabiller l'histoire à l'envers et de dire, vous voyez, en fin de compte, ces méchants Ukrainiens, ils vont jusqu'à Grozny avec leurs drones et en plus, ils commettent des dommages collatéraux qui atteignent l'aviation civile. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a des éléments là, dans ce que dit le porte-parole russe qui sont intéressants. Effectivement, au décollage de cet avion, il y a eu à un moment donné des perturbations météorologiques. Des intempéries. Voilà. Et ces intempéries l'ont obligé, cet avion, à se détourner une première fois. Et puis la deuxième fois où il a dû se détourner pour rétablir sa route, c'est là où il a pris ce fameux impact. Visiblement, quand on voit cet avion, qu'on voit sa courbe, son oscillation, etc., il n'y a pas de drone. On voit simplement qu'à un moment donné, il s'infléchit et puis on voit le résultat in fine lorsqu'il arrive au sol, où il est complètement criblé. Et visiblement, le fuselage a été criblé par des billes qui ont été lancées par une contre-attaque aérienne. Qu'aujourd'hui, les Russes ne veuillent pas reconnaître cet incident, je dirais, entre guillemets, c'est de bonne guerre. Voilà, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais je crois qu'aujourd'hui, de toute manière, ils ne le feront pas. Par contre, ce qui est un signe de leur mauvaise foi, c'est que normalement, c'est au Brésil d'intervenir dans ces opérations-là parce qu'ils sont spécialistes. Et aujourd'hui, la Russie s'y oppose. Si c'était vrai, leur histoire de... C'est-à-dire, les Brésiliens sont spécialistes de quoi, précisément, pour vous suivre, aujourd'hui, Michel pour tout ce qui est de l'aviation civile, ce sont les spécialistes pour déterminer les conditions d'un crash aérien, d'être capable de donner de la visibilité, etc. Et ils font partie des antennes internationales en capacité de le faire. Pour l'analyse des boîtes noires, l'analyse du fuselage, le reste de l'appareil au sol. D'accord. Force est de constater qu'aujourd'hui, les Russes se sont opposés à leur intervention. C'est bizarre. Si c'était les drones... Si eux ont fait une contre-attaque, dans la boîte noire, on va entendre un certain nombre de choses, etc. Donc aujourd'hui, la scène du crime, entre guillemets, elle est figée et aucun expert va pouvoir venir dessus. Et vous souleviez quelque chose qui est très intéressant. Je me retourne vers vous à nouveau, Général Chauvency, mais c'est une réponse qui peut être courte, hein, si vous le sentez ainsi. Non, mais ce que je veux dire, on a vu le fuselage de cet appareil qu'on voit ici à l'image, criblé d'un certain nombre d'impacts. Est-ce qu'on peut imaginer que des drones aient visé directement, un peu comme des drones, une sorte de drone suicide, et touché cet appareil en vol? Non, là, on est bien. Il s'agit d'un système d'interception antiaérien. Il y a deux types de missiles. Vous avez le missile qui frappe la cible et le missile qui frappe à côté de la cible et qui projette justement des projectiles. Voilà, c'est deux types ça dépend des systèmes d'armes. Hein. Par contre, pour revenir sur les Brésils, il me semble que c'est un avion d'origine brésilienne. C'est un Embraer qui a été descendu. Donc forcément, le constructeur brésilien est obligé aussi de venir, sinon aussi la société propriétaire. Voilà. Et puis quand même, on est quand même dans une situation où on est en situation de guerre. Ce serait de le rappeler. On est bien dans une situation où les vols civils continuent dans un espace qui est militarisé. C'est une question que je vais vous poser. Effectivement, et j'ai l'impression que c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir pour le futur, parce qu'on est dans une situation très, très particulière. Comment voulez-vous interdire des vols civils dans une zone qui peut être parcourue par des engins de guerre, dans l'espace aérien, bien entendu? Alors, quand on voit ce qui s'est passé par le Moyen-Orient, Air France qui dit je ne vais plus à Beyrouth parce qu'il y a des risques. Mais là, on continue à voler. Donc c'était un peu paradoxal de voir que rien n'a été fait. On va en reparler, mais je vais me tourner vers Oksana. Oui, parce que je vois faire des grands signes. Je peux vous expliquer la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un contre-feu? On a commencé à le soulever ici sur ce plateau, d'un contre-feu, d'une façon de réécrire l'histoire. En gros, tout est la faute de Kiev. Chercher du côté de M. Zelensky et de ses opérations militaires, c'est pas nous, c'est leur faute. C'est un contre-feu, comment est-ce que vous le regardez? C'est classique, cette explication russe, mais vous savez, comme nous recevons sur notre tête
tous les missiles possibles et impossibles de la Russie. Il y a beaucoup de débris qui tombent sur notre tête. On connaît exactement à quoi ressemblent les traces de tel ou tel missile, de tel ou tel système antiaérien. Selon les photos qu'on a vues, nos militaires, ils ont dit tout de suite que ce sont les traces typiques de l'explosion de missiles antiaériens de la système Pantsir. Ils ont donné même Pantsir C1. Pantsir C1. Et c'est pas la missile qui a fait exploser l'avion. La missile, il est explosé devant l'avion. Hier, général de Tartre, qui est spécialiste général d'aviation militaire, il nous a expliqué comment ça se passe. Il nous a expliqué que quand la missile s'approche à l'avion, il frappe pas l'avion, il peut s'exploser. C'est prévu. Je suis pas militaire, hein, je parle sous votre contrôle, mais le missile, il s'explose devant son cible. Ce qu'on voit très bien sur cette trace-là. Mais le petit détail très intéressant. Bon, l'avion était touché, mais il était encore gouvernable. Le pilote a demandé l'autorisation de s'atterrir et les Russes, ils ont refusé de donner l'autorisation de s'atterrir sur ce territoire-là. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Kazakhstan. Pourquoi ils ont reçu cette refus? Parce que vous savez, les Russes, ils ne reconnaissent pas officiellement que c'est la guerre. Pour eux, c'est une opération spéciale. Pour fermer le ciel, comme vous dites, général, il faut reconnaître que nous sommes dans l'état de guerre. Et à ce moment-là, on ferme le ciel, comme l'a fait l'Ukraine. Il n'y a pas des avions qui circulent. Tous les avions du monde, ils évitent l'Ukraine. Ils font les détours énormes. Mais parce que le ciel est fermé pour tout le monde. Donc, ils ne ferment pas le ciel. La guerre est déjà frappée dans leur territoire. C'est vrai qu'il y avait les drones ukrainiens, mais il y a quelques jours, c'est vrai que les Tchétchènes, ils ont été tous excités par le fait que les drones sont allés jusque là-bas. C'est pour ça qu'ils ont renforcé ce système anti-aérien ces derniers temps. Il est fort possible que ces systèmes Pantsir, il vient d'arriver là-bas sur place. Mais comme c'était déjà dit qu'il y avait le brouillard, c'est vrai qu'il y avait le météo qui n'était pas du tout favorable. Et comme nous a expliqué hier aussi notre général de Tartre, que dans votre écran, vous ne pouvez pas définir est-ce que c'est le drone, est-ce que c'est l'autre cible ou c'est l'avion. On ne voit pas. L'opérateur qui appuie sur le bouton pour envoyer le missile, il ne voit pas la différence. Il voit juste une petite pointe. Petite question, Oksana Menilchuk, puisque justement, vous nous racontez finalement que ce narratif, il a évidemment un intérêt, hein, c'est de ne pas dire à sa propre population qu'il s'agit d'une guerre, que cet espace aérien est interdit, qu'en fait, en réalité, si vous voulez aller de tel ou tel pays, du côté de la mer Caspienne jusqu'à la Fédération russe, il va falloir faire un tour complet peut-être de la Russie. Comment est-ce que c'est raconté ça aux Russes? Je ne sais pas si vous regardez un peu la télévision russe, si vous vous informez avec certains de vos contacts du côté des opposants, comment est-ce que c'est raconté ce type d'événement? Mais voilà, ils n'ont rien dit au départ. Ils n'ont rien dit. Au départ, l'histoire ne sort pas. Au départ, c'était Peskov. Elle sort dans les médias occidentaux. Finalement, les Russes s'en emparent et vous racontent leur propre histoire. C'est ça que... Normalement, la procédure est toujours la même. Peskov, comme on dit chez nous, les moustaches de Poutine arrivent. Il commence à raconter n'importe quoi. Hier, il a dit oui, il y avait une, mais on ne connaît pas des détails. Il faut donner le temps aux spécialistes pour étudier, etc., etc. Et à ce moment-là, toute la machine propagandiste russe commence à écouter, commence à commenter partout dans le monde. Ouais. Et pour ne pas avoir l'air très con, pour ne pas avoir l'air très ridicule, ils cherchent un moyen de présenter les choses convenables à leur système de la propagande. Donc, ce monsieur qui n'a jamais se prononcé, normalement, c'est soit Peskov qui se prononce, soit quelqu'un qui est des militaires. Là, maintenant, ils ont choisi la bonne personne dans l'aviation civile qui racontait la version qui lui convient. Alors, en tout cas, on nous raconte une histoire, général Chovancy, mais vous l'avez évoqué vous-même, hein, et vous avez d'ailleurs fait référence à ce vol Air France qui a survolé l'Irak au moment où l'Iran avait attaqué pour la deuxième reprise l'État d'Israël avec un certain nombre de missiles, et cet avion Air France survolait l'Irak au moment même où les Iraniens étaient en train de diriger un certain nombre de leurs vecteurs vers l'État d'Israël. C'est une folie de maintenir l'espace aérien de cette zone-là ouvert alors que c'est une zone de guerre. Ce qu'a dit Oksana est tout à fait pertinent. C'est de dire simplement que dès lors qu'on ne reconnaît pas qu'il y a la guerre, on a des vols civils normaux. Ça, c'est pour la Russie. Et là, il y a un incident. Alors, effectivement, je retiens l'hypothèse
des Tchétchènes peut-être qui ne maîtrisaient pas fortement les systèmes antiaériens et qui ont pu faire des erreurs de manipulation. Ça, c'est fort possible. Mais on est bien aussi dans une question sur la bonne coordination de toutes les défenses antiaériennes russes. Est-ce qu'il y a une bonne coordination? Est-ce que le commandement central existe? Est-ce qu'on sait bien identifier les cibles? Est-ce qu'on a bien un processus d'autorisation de tir? Mais on en revient avec ce paradoxe. Oui, il n'y a pas la guerre, mais il y a des drones qui volent. Et ce ne sont pas des drones amis. Alors, on fait comment? Donc, on est dans finalement la mise en contradiction entre ce que dit Vladimir Poutine d'un côté et la réalité de l'espace aérien. L'espace aérien russe est un espace en guerre. Et si on ne veut pas l'avouer, on ne peut pas mettre des processus du temps de guerre pour protéger l'espace aérien, et notamment, vu l'étendue de la Russie, interdire finalement le vol des civils de tous les avions, ce qui poserait sans doute un autre problème sur le fonctionnement normal de la Russie, où il n'y aurait plus de vol intérieur, alors qu'on a besoin de l'avion pour se déplacer à l'autre bout de la Russie.